Alors, c'est quoi la programmation orientée objet? La programmation orientée objet est un paradigme de la programmation qui permet de structurer les codes autour des objets et des classes. Donc, directement ici, nous pouvons dire que nous avons des mots ici. Nous avons les mots objet et les mots classe, n'est-ce pas? Quand vous entendez de la programmation objet, on va dire que c'est un paradigme. On peut dire que c'est un terme, ok, qui va nous permettre d'organiser notre code autour des objets et des classes. D'accord? Alors, c'est vraiment utile pour organiser et réutiliser le code d'une manière efficace. Nous allons voir pourquoi. Alors, pourquoi utiliser la programmation orientée objet? La programmation orientée objet va nous permettre de faciliter la réutilisation du code, d'organiser les programmes en blocs logiques, de rendre en fait les codes plus faciles à maintenir, de faciliter la modélisation du monde réel. Alors tout ça, les détails, vous allez voir ça dans vous allez voir les détails dans notre PDF. Donc tout est détaillé dans le PDF. Alors, attendez, je vais enlever cette extension ici. Je vais enlever ça. Voilà. OK. Donc, lorsque nous entendons programmation en objet, vous allez penser objet et classe. Alors, nous allons voir tout ça, ça veut dire quoi? Objet, ça veut dire quoi? Classe, ça veut dire quoi? Mais retenez seulement que la programmation en objet va nous permettre d'organiser notre code autour des objets et des classes, tout simplement. Alors, comment nous pouvons faire? D'ailleurs, l'objet, c'est quoi? Et la classe, c'est quoi? OK? Alors, une classe, c'est un modèle qui définit les attributs et les méthodes d'un objet. Un objet, c'est quoi? Un objet est une entité qui représente quelque chose du monde réel. OK. Messieurs Daouda, vous êtes là? Messieurs Omar, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. OK. Oui, je suis là aussi. Vous apprenez, Messieurs Daouda, vous apprenez la programmation pourquoi? Pourquoi vous apprenez ce cours de Python? C'est pour pouvoir écrire des programmes OK. ou développer des applications qui vont nous permettre de résoudre certains problèmes de la vie réelle. OK, donne-moi un exemple d'un problème de la vie réelle que vous voulez résoudre. Vous avez un exemple? Là, par exemple, faciliter la gestion, par exemple, d'une entreprise. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, ça, c'est un exemple que je peux donner. Et, par exemple, là où je suis en train j'utilise un système qui gère tout ce qui est carburant, la consommation de carburant OK. au sein de l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et le transport du minerai aussi. OK. À travers le système, en fait, le système nous permet, le système que j'ai mis en place permet à l'entreprise d'avoir une idée, d'avoir les données et pour faciliter la prise de décision. Est-ce que vous comprenez? Au sein de l'entreprise. Ouais, Hmm. c'est clair. Alors, si elle posait cette question pour vous donner un exemple, comme M. Daouda vient de dire, qu'il apprend la programmation pour résoudre un problème dans le monde réel. OK, un problème comme il vient de dire la gestion des carburants. Alors, nous savons que lorsqu'il y a la gestion des carburants, ça veut dire qu'il y a des voitures, n'est-ce pas, M. Daouda? Il y a des véhicules, n'est-ce pas? Exactement, il y a des véhicules qui vont prendre du carburant. Voilà.
Alors, comme il y a des véhicules qui vont prendre des carburants, quand vous allez faire la programmation, l'ordinateur ne sait pas euh, ce que vous voulez faire. Vous devez indiquer à l'ordinateur ce que vous voulez faire. Alors, lorsque vous allez faire la programmation, dans votre programme, il y aura par exemple la gestion des voitures, la gestion des carburants, la gestion des chauffeurs. Alors, quand on dit l'objet ici, l'objet est une entité qui va représenter quelque chose dans le monde réel. Par exemple, une voiture, un chauffeur, les carburants. Donc, quand vous allez maintenant créer votre programme, vous pouvez créer une classe appelée voiture, par exemple. Vous voyez? Et en Python, c'est comme ça qu'on fait une classe. Je vais d'abord donner un exemple comme ça. Je vais passer comme ça. Vous pouvez créer une classe voiture. Vous pouvez créer une autre classe que vous allez appeler, ok, euh, gérant, par exemple. Vous voyez? Et vous pouvez créer une autre classe que vous allez appeler chauffeur, par exemple. Donc, voiture ici, c'est un objet, c'est une classe. Ok? Cette classe ici, c'est un modèle qui va définir les attributs et les méthodes, ok, d'un objet. Alors, l'objet, c'est quoi? L'objet, c'est voiture ici. La classe ici, c'est un modèle. Ici, c'est la classe des voitures. À chaque fois, par exemple, dans l'entreprise, que nous allons acheter une voiture, nous allons prendre la voiture que nous allons acheter. Nous allons créer un objet pour ça. Ça veut dire que nous savons que nous avons des gestions de voitures dans notre application. Alors, la classe ici, nous allons créer une classe voiture. C'est juste un modèle. Dans ce modèle-là, nous pouvons dire que, par exemple, une voiture, n'est-ce pas? Une voiture doit avoir une couleur. Nous allons dire alors la voiture de la couleur, par exemple, jaune, n'est-ce pas? Couleur bleue, ok? Couleur jaune, couleur bleue, couleur noire. Chaque voiture peut avoir une couleur. C'est ce qu'on appelle les attributs. Ça veut dire que nous allons créer un modèle. Le modèle ici doit définir comment l'objet va être. On sait qu'une voiture a une couleur, une voiture, n'est-ce pas, on l'a achetée à un prix, n'est-ce pas? Alors ici, nous définissons un modèle. À chaque fois que nous allons, n'est-ce pas, acheter une voiture, nous pouvons dire que non, la voiture que nous avons achetée ici, nous l'avons achetée à autant, et c'est une voiture de couleur noire. Ici, une voiture de marque, n'est-ce pas, de marque, disons marque Toyota par exemple. Hmm? Toyota. OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle les attributs. Je vais expliquer tout ça. Je suis en train de vous expliquer l'objet et la classe. La classe, maintenant, c'est les modèles que nous sommes en train de créer ici. Elle va représenter les attributs et les méthodes. Les méthodes sont les comportements, en fait, comment la voiture va se comporter. La voiture va rouler, on va dire la voiture est où? Non, la voiture est allée prendre la marchandise. La voiture a fait ça, la voiture a fait ça, n'est-ce pas? Ce que la voiture va faire. Alors, dans notre projet, nous allons créer un modèle. Ce modèle-ci va définir comment notre voiture va être. À chaque fois que nous allons acheter une voiture, alors nous allons créer un objet qui va représenter cette voiture-là. Nous pouvons acheter une voiture jaune, une voiture noire, des Toyota, une voiture noire Mercedes. Donc, chaque objet aura des informations différentes. L'objet va représenter quelque chose dans le monde réel. Nous avons acheté une voiture, ok, c'est la voiture Toyota noire. Ok, nous allons créer l'objet pour ça. Nous n'allons pas créer cet objet comme ça au serveur. Non, nous allons créer cet objet à partir de la classe. Nous allons nous demander, ok, nous voulons créer l'objet voiture. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons connaître la couleur de la voiture, le prix et la marque. C'est quelle voiture? C'est une voiture Toyota? C'est une voiture Mercedes? OK? Donc, la classe, c'est le modèle ici que nous avons défini. Comment la voiture va être? L'objet, OK, c'est quelque chose dans la vie réelle. Nous avons acheté une voiture Toyota. Nous créons un objet. Nous avons créé, nous avons acheté une voiture Mercedes-Benz. Nous créons un objet pour ça. N'est-ce pas? Mais la classe ici, le modèle, elle reste vraiment comme ça. On sait dire que nous avons la classe voiture. Nous créons une classe une seule fois et l'objet, nous pouvons créer autant d'objets. La classe, c'est comme notre décision. Nous disons que dans notre entreprise, il y aura des voitures. C'est la décision que nous avons prise. OK?
Mais chaque fois que nous achetons une voiture, alors nous créons un objet. Et je vais expliquer comment créer un objet. Je ne sais pas si jusque-là, quelqu'un a une question. C'est clair? En fait, Oui. Oui, ça va. Parle. Les sons, on t'entend pas. Ça va? On n'entend pas les sons. Quelqu'un d'autre a une question? Mais c'est Daouda, mais c'est Omar, mais c'est Isaïe, est-ce que c'est clair? L'objet et la classe. Oui, c'est clair, c'est clair. Ok. Alors là, je vais enlever ça. Ce que nous allons faire de notre côté ici, nous allons, supposons que nous créons une application de gestion. Dans notre application, euh, laissez-moi prendre un exemple là. Laissez-moi prendre l'exemple de mon application ici. Je vais nommer cette application, je vais ouvrir ça. Même Course Mentor. Je vais aller sur le site Course Mentor pour vous donner un exemple de comment nous avons utilisé l'objet. Alors, je vais partager rapidement. Je vais partager rapidement l'onglet ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, oui. oui, ça c'est vrai. Ok. Vous voyez sur le site ici. Je vais d'ailleurs zoomer ici. 1, 2, 3. Sur le site ici, je peux aller soit dans connexion. Là, sur la page de connexion, je peux aller dans s'inscrire. Ok. Quelqu'un peut venir ici. Il crée un compte et puis il se connecte. À chaque fois qu'une personne vient ici, si la personne met les informations incorrectes, ok, nous allons lui dire que non. Les informations que vous nous avez données, nous n'avons aucun compte actif avec les informations que vous nous avez fournies. C'est parce que je gère côté Python, je gère tout ça. Je vais regarder si cette personne c'est un utilisateur. Si la personne n'a pas encore un compte, alors la personne va aller s'inscrire pour créer son compte ici. Et je fais ce qu'on appelle la gestion des utilisateurs. Dans l'exemple que je vais vous donner, nous allons simuler ça. Nous allons simuler la classe, comment moi j'ai organisé cette classe utilisateur pour vous permettre de faire des choses. Alors, dans l'application, il y a la partie utilisateur, il y a aussi la partie administrateur. Administrateur, c'est quelqu'un qui peut ajouter des cours, tout ça. Utilisateur simple, c'est quelqu'un qui peut venir seulement regarder les cours, tout ça. Vous voyez? Donc, je vais couper ça. Nous allons revenir sur notre exemple là, dans notre code ici, pour continuer. Alors, comme je viens de vous expliquer, euh, une classe, c'est un modèle, n'est-ce pas, qui définit ok, comment l'objet va se comporter. L'objet, c'est quelque chose qui représente, c'est une entité qui représente quelque chose dans la vie réelle. Quelque chose, c'est quoi? C'est par exemple dans mon site, ok, j'ai l'utilisateur. L'utilisateur peut créer un compte, l'utilisateur peut se connecter sur notre site comme je viens de vous montrer. Alors, je vais définir une classe qui va définir, je vais créer une classe qui va définir quelles sont les informations de l'utilisateur et comment l'utilisateur va se connecter. Alors, la classe, moi je vais créer la classe une seule fois. Mais à chaque fois qu'une personne va venir créer un compte, moi je vais créer un objet. Par exemple, mais si Esaïe veut créer un compte, alors je vais créer un objet Esaïe que je vais sauvegarder dans ma base de données. Les informations de M. Esaïe seront différentes des informations de M. Daouda, différentes des informations de M. Alliance, n'est-ce pas? Donc chaque objet a ses propres informations. Ok, chaque utilisateur a sa façon
de faire les choses. L'autre utilisateur va regarder les cours de Python. L'autre utilisateur va suivre les cours de Flutter. Vous voyez, chaque personne se comporte différemment. Mais la classe reste seulement la seule classe. Donc moi, je vais venir ici, je vais créer la classe, je vais appeler cette classe user comme utilisateur. Ok. Et en Python, il faut faire des points pour indiquer que nous avons terminé cette ligne ici. D'accord. Et puis je vais entrer à l'intérieur de ma classe ici. Ok. Alors, dans la classe ici, nous avons qu'un utilisateur peut avoir, comme je vais vous montrer, je vous ai montré sur le site, un email et puis un mot de passe. Il y a un email, n'est-ce pas? Puis il y a un mot de passe, n'est-ce pas? Alors, au lieu de venir ici d'écrire directement email, ok, égal à je donne l'email et puis le mot de passe. Python a besoin de quelque chose qui va lui permettre de créer l'objet. Nous avons dit que la classe c'est un modèle. Donc, dans le modèle ici, nous allons définir quelles seront les informations de l'utilisateur pour que chaque fois qu'un utilisateur crée un compte, alors nous allons donner les informations pour créer l'objet. Donc, on dit que non, dans notre site, pour créer un utilisateur, nous avons besoin de l'adresse email et les mots de passe. Si quelqu'un n'a pas donné l'adresse email et les mots de passe, alors la personne ne peut pas créer un compte. Donc, nous devons définir ces informations ici dans notre classe, n'est-ce pas? Alors, comment définir les informations? Pour définir les informations dans une classe, nous allons utiliser ce qu'on appelle un constructeur. Un constructeur, c'est comme un plan, ok, qui va indiquer à Python comment créer l'objet de cette classe. Donc, pour nous, comment créer un utilisateur. D'accord? Alors, pour faire ça, ce sera simple. C'est que je vais venir ici pour créer un constructeur. Je vais seulement créer ici une méthode. Donc, je vais faire def. Souvenez-vous que lorsque nous avons créé une fonction, nous utilisons le mot-clé def. C'est pour définir une fonction. C'est juste une fonction que nous allons définir ici. Donc, tirer underscore, en fait, underscore init, ok, underscore entre parenthèses. Alors, ce que moi je fais ici, je ne fais pas ça par plaisir, non. C'est Python qui a dit que pour créer un constructeur, tu dois utiliser la méthode ici. C'est Python qui a décidé que ce soit comme ça. Python pouvait appeler ça maman, papa, enfant. Mais ils ont décidé de l'appeler underscore init. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas pleurer pour dire, oh, pourquoi c'est comme ça. Non. Je vais seulement utiliser comme ils ont défini. Alors, ici à l'intérieur, vous allez faire self. Nous allons revenir sur self ici. Alors, nous avons dit qu'un utilisateur peut avoir quoi? Un utilisateur peut avoir un email, n'est-ce pas? Et un mot de passe, un password. Password, ça veut dire mot de passe, nous connaissons tous, n'est-ce pas? Dans notre constructeur, nous allons dire que le constructeur ici, donc pour que la personne puisse créer un compte, pour que l'utilisateur puisse créer un compte, l'utilisateur aura besoin de l'adresse email et les mots de passe. Donc, je vais venir à l'intérieur ici. Je vais seulement faire self.email, ok, est égal à, et puis je vais faire ici self.password comme mot de passe est égal à. Maintenant, ok, on a besoin de ça pour créer un utilisateur. On a besoin de l'email et de password pour créer un utilisateur. Mais Python s'est dit, ok, mais ces informations-là, tu as besoin de ça. Comment tu vas récupérer ces informations? Je ne peux pas donner ici directement l'email parce que nous avons besoin de créer un email différent pour chaque utilisateur, pour chaque user. C'est pourquoi ici dans self, ici c'est une fonction, n'est-ce pas? Nous avons dit que la fonction peut prendre deux paramètres. Donc, je vais venir ici après self. Self ici, c'est le paramètre qui doit toujours être là, n'est-ce pas? Et je vais venir ici, virgule, je vais dire email, virgule, password. OK? Comme ça, ici, je vais dire self.email est égal à email et self.password, n'est-ce pas, est égal à password. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé des fonctions, nous avons dit que vous pouvez définir une fonction addition et puis prendre le paramètre A et B qui va par exemple retourner ici A plus B, n'est-ce pas? Alors, la fonction ici,
C'est la même chose que nous avons fait ici. Sauf que ça, ce n'est pas une fonction normale. Ça, c'est une fonction et aussi un constructeur. Donc, ici, pour, pour en fait utiliser la fonction ici, nous devons l'appeler, n'est-ce pas? Je vais dire addition et puis nous devons donner, par exemple, les arguments 4 et 5 pour faire l'addition, n'est-ce pas? Ça, c'est la méthode, ça, c'est la façon dont nous avons parlé des fonctions. Alors, pour une classe ici, lorsque nous voudrions créer, n'est-ce pas, un utilisateur, nous devons appeler la classe ici et nous devons maintenant, je dois venir ici par exemple dire user, entre parenthèses, vous voyez, on va m'indiquer que le user ici a besoin de l'email et des passwords. C'est les informations que j'ai définies ici dans mon constructeur. Si je n'ai pas de constructeur, alors je ne peux pas créer un utilisateur avec un email et un mot de passe. Donc ça, c'est comme une fonction qui se trouve à l'intérieur d'une classe. Ça, c'est notre fonction que nous avons créée en dehors. Vous voyez, la fonction nous dit que nous avons besoin de A et B. Ce sont des paramètres que nous avons définis ici. La même façon qu'on définit le paramètre ici, c'est la même façon que moi aussi je définis le paramètre ici. La différence c'est que pour les constructeurs ici, on doit ajouter un mot-clé self. Et les noms doivent commencer par, ça doit être ces noms ici. Underscore, underscore, unit, underscore, underscore. Ça, c'est Python qui a décidé. Python pouvait aussi se dire que non, on appelle ça maman. Maman, voilà. Mais Python, ils ont dit non, non, on doit l'appeler comme ça. Alors, nous devons respecter ce que Python a dit. Ce n'est pas notre problème, même si ce n'est pas beau comme nom, mais nous devons utiliser ça comme ça. D'accord? Ça, c'était pour donner l'exemple, la fonction ici et la fonction ici. Alors, lorsqu'une fonction se trouve à l'intérieur d'une classe, on appelle cette fonction une méthode. Donc, ça sera maintenant une méthode. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question à ce niveau ici, avant que je puisse aller plus loin. Je n'ai pas bien compris cette partie-là. Quelle partie? Alors, mais c'est ça. Vous n'avez pas compris quelle partie? Les tout? Ouais, le tout à partir à partir de la définition de. Donc, disons presque le tout. Mais vous avez compris la fonction addition là-bas, vous comprenez ça? Ouais, la fonction, ça marche. Qu'est-ce que la fonction là fait? Vous pouvez m'expliquer la fonction, ce que la fonction addition ici fait? Vous dites? Expliquez-nous un peu la fonction addition, si vous avez compris ça. La fonction addition fait quoi? La fonction addition ajoute les éléments que nous avons définis dans le paramètre. Lorsqu'on a appelé la fonction, lorsqu'on appelle la fonction ici, quelle valeur nous allons avoir ici? Si je fais par exemple print ici, si je fais print ici, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ici dans la console? Si je lance mon programme, je vais avoir quoi comme résultat? Monsieur Zaï, si je fais print avec ma fonction comme je l'ai fait ici, je vais voir quoi dans la console? Quel résultat? Euh, L'écran affiche chez moi en retard. Un instant. Vous voyez la fonction addition, non? Monsieur J'ai un Zaï. souci de la connexion. Non, non, je ne vois rien. J'ai un souci de la connexion. Ok, je vais continuer avec les explications alors. Alors, je disais ceci. À part M. Zaï, il y a quelqu'un d'autre qui a un problème? Mais c'est Omar, Daouda,
Ça va? La façon dont j'ai défini la classe ici. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Ok, Omar, allez-y. Ici, les self représentent quoi? Ok, très bien. Il y aura qu'un seul constructeur ici. Attendez, je vais vous expliquer. Je suis en train de sauvegarder la vidéo là. On a déjà fait plus de 30 minutes depuis qu'on a commencé. Là, je relance une nouvelle vidéo. Ok. Je vais venir ici. Vous êtes là? Vous voyez bien mon écran? Si on voit votre Ok. Oui, Alors, oui. il y a M. Zaï qui a dit qu'il ne comprend pas bien. Et puis, monsieur Omar qui a dit self sert à quoi? Bon, je vais répondre ici. Je vous ai représenté mon site, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est mon site. Les gens peuvent créer un compte. Les gens peuvent se connecter. Qui a un compte Facebook ici? Vous avez tous un compte Facebook. Quand vous allez sur Facebook, vous faites quoi? Vous vous connectez avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous allez vous inscrire. Alors, vous êtes un utilisateur. C'est pourquoi je suis venu ici. Je me suis dit, dans mon application, je vais avoir les utilisateurs, les gens qui peuvent se connecter ou s'inscrire. Je vais reprendre l'exemple de, mon site ici pour que vous puissiez aller là en dessous. Parce que parfois, la programmation orientée objet peut être peut envoyer à beaucoup de gens. Mais c'est quelque chose de très facile, de très simple. Est-ce que vous voyez vous voyez le site là qui vient de s'afficher? Voilà. Je suis ici sur le site. Monsieur Isaïe, suivez très bien. Je suis sur mon site. OK? Sur le site ici, je peux soit me connecter avec l'adresse email et le mot de passe. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Si je mets un faux mot de passe, OK? Si je mets des fausses informations, on va me dire ici que aucun compte actif n'a été retrouvé avec les informations que j'ai fournies. Parce que moi, je vérifie tout ça. Et si je n'ai pas encore de compte, je peux venir m'inscrire ici. Alors, dans mon code Python, j'ai créé une classe que j'appelle user, utilisateur. En anglais, c'est user. On le sait tous. Cette classe va m'aider à gérer les utilisateurs de mon application, les gens qui vont créer un compte ou qui vont se connecter. OK? Parce que je ne peux pas en fait utiliser une variable pour dire user est égal à qui? Est égal à papa ou je ne sais pas, est égal à Boris. Alors si un autre user vient, qu'est-ce que je vais faire? Si quelqu'un d'autre vient créer un compte, je vais dire quoi? User, c'est devenu un problème. Il faut que je crée quelque chose, j'utilise quelque chose qui va permettre à gérer mes utilisateurs. C'est pourquoi nous allons utiliser une classe. OK? La classe va nous permettre de bien gérer notre code, de regrouper notre code, de permettre à ce que notre code soit réutilisable. D'accord? Donc, pour gérer les utilisateurs, OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager encore mon écran ici. Je vais partager mon écran. Dommage qu'on ne peut pas partager deux écrans au même moment. Vraiment dommage. Je vais revenir dans mon VS Code ici. Vous voyez tous mon VS Code, non? Voilà.
Je suis dans mon VS Code ici. Ça n'a pas encore affiché. Les autres, vous arrivez à voir? Est-ce que vous voyez VS Code maintenant? Mais c'est Azaï toujours pas. Non, pas encore. Votre connexion Internet. J'espère que j'ai un souci de la connexion apparemment. Ok, sans problème. Alors, je vais venir ici. Pour gérer les utilisateurs dans mon application, il faut que j'utilise quelque chose d'un peu plus poussé. Je ne vais pas utiliser des variables, c'est limité. Je vais alors utiliser des classes. La classe va me permettre de créer un modèle. Je vais venir ici, je vais dire classe utilisateur. Dans mon code, je vais définir les informations dont l'utilisateur aura besoin. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un utilisateur? Pour créer un utilisateur, j'ai besoin de connaître son adresse email. J'ai besoin de connaître son mot de passe. Comme je l'ai montré sur mon site. Si la personne a les username et le mot de passe, il peut se connecter. Alors, je vais vérifier si ces informations sont correctes. Si ils sont incorrectes, alors il peut créer un compte. Lors de la création des comptes, il me donne son adresse email et son mot de passe. D'accord? Alors, c'est pourquoi je dois faire la même chose, n'est-ce pas? Je dois faire la même chose dans mon code ici. Ici, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut créer, n'est-ce pas, un système où les gens créent un compte, une application où les gens peuvent créer un compte et les gens peuvent se connecter. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise la classe. Pour créer une classe, comme nous avons dit que pour créer une variable, on fait par exemple a est égal à 5. C'est bon, nous avons compris. Pour créer une classe maintenant, on commence par les mots-clés classe. Pour créer classe, vous écrivez classe. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Maintenant, Python vous dit, OK, vous voulez créer, comment va s'appeler la classe? Je dis, non, non, le nom de ma classe s'appelle user. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Vous aussi créer une classe qui s'appelle, disons, voiture, ou là où vous allez gérer les voitures, par exemple, dans une application qui va gérer les voitures. Une application comme Yango, il y a une classe voiture. Cette application va gérer les voitures. Comme notre application va permettre aux gens de créer un compte et de se connecter, dans ce cas-là, je vais appeler cette classe ici user. Dans une application, vous pouvez aussi avoir beaucoup de classes. Mais nous allons d'abord commencer par la classe user. Alors, pour indiquer que je finis ici, il faut mettre deux points. C'est comme deux points à la fin. C'est comme if, non? Quand on fait if, on met deux points à la fin pour indiquer que nous avons fini. Je fais enter. J'entre maintenant à l'intérieur de ma classe. OK. Et puis, j'ai donné un exemple ici. Je peux d'abord faire pass. Quand on fait pass, Python va passer. Il ne va pas considérer ça comme une erreur. Si je viens ici, j'exécute mon code ici. OK. Je vais voir que je ne veux pas avoir des erreurs. Si je ne mets pas pass, que j'exécute mon code ici, je veux bien avoir une erreur. Donc, je mets pass ici parce que je n'ai pas encore mis les informations dans ma classe. OK, je vais d'abord passer pour vous expliquer autre chose. OK. Je disais, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé des fonctions, nous avons dit que nous pouvons créer une fonction appelée addition. OK, def, c'est pour définir une fonction. Ça, c'est le nom de la fonction classe. C'est pour définir une classe. Ici, c'est le nom de la classe. Ici, je vais faire entre parenthèses. Vous voyez qu'ici, dans la classe, je n'ai pas mis entre parenthèses. Et je mets des points, c'est la même chose que j'ai mis ici. Et à l'intérieur, ici, je peux dire l'addition de A et B. Et à l'intérieur, ici, je peux dire quoi? Je peux dire, disons, print A et B. N'est-ce pas? Print A plus B. Print A plus B. Parce que c'est l'addition, je vais prendre un nombre, puis je vais additionner. Si je vais avoir l'addition ici, je vais venir ici, je vais appeler la fonction addition. Je vais dire non, addition de 5 et 4 par exemple, et 3. OK? Alors, une fois que je finis comme ça, je peux venir faire ici, exécuter mon code. Je vais voir que j'ai 8. J'ai créé une fonction qui va prendre des valeurs, OK? Et puis qui va faire l'addition ici pour moi. J'ai créé une fonction et puis je l'ai appelée. C'est la même chose avec une classe. Une classe maintenant, comment nous pouvons faire pour définir les paramètres? Parce que nous disons que nous voulons créer une classe pour les utilisateurs. Alors, lors de la création d'un utilisateur, l'utilisateur doit indiquer son adresse email et son mot de passe. Dans ce cas-là, on doit avoir un endroit qui va nous permettre de donner ici, de définir des paramètres afin qu'on puisse donner des valeurs comme nous avons donné avec une fonction. Dans ce cas-là, Python vous dit il n'y a pas de problème. Pour faire ça, vous devez utiliser un constructeur. Un constructeur, c'est quoi? C'est une fonction qui se trouve à l'intérieur de notre classe, qui va prendre des paramètres, n'est-ce pas?
Et Python vous dit pour créer un constructeur, là, c'est pas moi qui dis, c'est Python qui dit. Vous allez créer une fonction. Donc, pour créer une fonction, c'est simple, on fait def. Et le nom de la fonction ici, vous ne pouvez pas appeler ça n'importe comment. Vous ne pouvez pas appeler ça maman, papa. Il y a un nom que vous devez donner afin que Python puisse considérer ça comme un constructeur. Et ce nom-là, c'est quoi? C'est le underscore underscore init underscore underscore parenthèse. Ok, je vais mettre un point à la fin. Alors, underscore underscore init, ça s'appelle initialisation. Donc, c'est comme une méthode que vous définissez afin d'avoir, bien sûr, les données qui vont entrer ici. Par exemple, lorsqu'on appelle addition, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les informations, on lui donne 5 et 3. Lorsque nous allons créer un utilisateur, il faudra qu'on lui donne les emails et les passwords. Alors, la classe doit recevoir ces informations. Mais pour que la classe puisse recevoir ces informations, nous devons définir un constructeur. C'est ce constructeur qui va permettre à la classe de recevoir les informations que nous allons lui donner ici. D'accord? Alors, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans la méthode ici. Alors, au lieu de donner directement les emails et les passwords, Python me dit pour un constructeur, on doit commencer par. Et j'ai appuyé sur quelle touche? J'ai appuyé sur quelle touche? J'ai appuyé sur quelle touche? Python nous dit que pour un constructeur, ok? Pour un constructeur, nous devons commencer par les mots self. Alors, self ici, nous allons voir ça. Nous allons voir pourquoi self. Nous allons voir son rôle. Self, je vais dire virgule, email, virgule, password. Ok? Donc ça, ce sont des paramètres que je donne ici. Comme nous avons donné le paramètre, n'est-ce pas, avec notre fonction A et B, afin de prendre des valeurs que nous allons faire entrer dans notre fonction pour que notre fonction puisse faire son travail, celle d'additionner. Et le rôle de la fonction user ici, c'est de nous permettre de créer un utilisateur. Alors, Python vous dit, OK, vous devez me donner les noms d'utilisateurs, les emails de l'utilisateur et son mot de passe afin que moi, je puisse créer cet utilisateur-là. Alors, pour faire ça, au lieu de donner directement comme ça, nous utilisons la méthode underscore underscore init pour que ce soit un constructeur. OK, après, nous disons en Python que il faut mettre les mots. Python nous dit qu'il faut mettre les mots self. Alors, self ici, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accéder aux attributs de la classe. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça calmement. OK? Alors, je vais venir ici. Pour créer l'objet ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler les mots-clés self ici. Je vais dire self. Point email, n'est-ce pas? Self.email est égal à email. OK? Et puis self.password est égal à password. OK? Alors, self ici représente l'objet. OK? Nous avons dit que la classe, c'est un modèle. Donc, le user ici, c'est un modèle. Ça définit qu'un utilisateur doit avoir un email et un mot de passe. Maintenant, l'objet, c'est ce que nous allons créer. Je vais vous montrer c'est quoi un objet. Et self ici va représenter l'objet que nous allons créer. Ici, nous disons que si un utilisateur, par exemple, ici, on a appelé addition, on a donné 5. Si un utilisateur appelle notre classe ici avec les noms, par exemple, oumar@gmail.com et les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, prend les informations que l'utilisateur va donner ici, sauvegarde ça dans self ici afin que ça soit accessible partout dans cet objet. Nous allons voir ça. Alors ici, c'est déjà fini. Ce que je peux faire ici de la même façon avec la fonction, lorsque vous définissez une fonction, si vous n'avez pas appelé cette fonction, vous n'allez rien voir. C'est la même chose avec la classe. Nous avons défini une classe, mais nous n'avons pas encore appelé cette classe pour créer un objet. Alors, afin d'appeler une classe pour créer l'objet, nous allons faire la même chose ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici dire par exemple user1, utilisateur numéro 1 qui est venu créer un compte chez nous. OK? Après, nous appelons la classe ici. Ça, je dis, je prends donc, ça reste d'abord. Je vais dire la classe user, en parenthèse, que je fais en parenthèse, on me dit que pour créer un utilisateur, tu as besoin de donner ici email, que vous avez vu, non? Email et password. OK? Parce que nous avons ajouté ces informations ici. C'est pourquoi nous pouvons voir ici
email passe. De la même façon avec une fonction ici. Comme nous avons donné des paramètres ici, lorsqu'on amène des curseurs ici, on nous dit que vous devez donner A et B. Parce que c'était défini ici. Et dans la classe, les informations sont définies ici dans les constructeurs après le mot-clé self. Self va nous permettre maintenant d'accéder à ces informations. Nous allons voir ça. Alors, je peux dire que l'utilisateur 1, son nom c'est qui? Son nom c'est Oumar. Avec son adresse email c'est quoi? Son adresse email c'est oumar@gmail.com, n'est-ce pas? Gmail.com. Et son mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. D'accord? Regardez maintenant ici. Lorsque je vais venir exécuter mon code ici, rien ne va se passer par le 8 ici. Donc, la même façon que nous avons défini la fonction ici, c'est la même façon que nous avons défini une classe ici. Le paramètre de la fonction qui sont comme ça, c'est des paramètres que nous avons mis dans la classe. Il faut mettre ça dans unit. Unit ici, c'est la méthode qui va nous permettre de faire ça. Si je viens ici, que je fasse unit ici, parce que quelqu'un a posé une question, est-ce qu'on peut considérer une autre méthode comme unit? Non. Si je viens ici au lieu de unit, je dis papa. Ok, je dis papa par exemple. Ok. Si je viens maintenant avec les curseurs ici, vous voyez que ma classe ici ne me dit plus qu'il faut donner les emails et les passwords. Ma classe ici me dit que non, toi tu n'as pas de constructeur en fait. Tu n'as pas de constructeur. Dès que j'exécute mon code ici, qu'est-ce qui se passe? Je veux bien avoir une erreur. Parce que j'ai donné des arguments ici. Par exemple, tu m'as donné des arguments, mais il n'y a pas de constructeur ici pour prendre ces arguments ici. Okay? C'est comme si je n'avais pas défini, n'est-ce pas, le paramètre d'une fonction et que je venais ici pour appeler la fonction. Ça, je peux commenter, par exemple, comme ça. C'est comme si je n'avais pas donné des paramètres ici et moi, je vais appeler la fonction avec des valeurs. Python va me dire quoi? Python va me dire, mais cette fonction ici ne prend pas d'argument, mais toi, tu vas me donner des valeurs. Pourquoi? Pourquoi toi, tu vas me donner 5 et 3, tandis que ta fonction ne prend pas de paramètres? Voici, je remets des paramètres ici. Vous allez voir que ça va passer. C'est la même chose avec la classe. OK? Donner des paramètres comme ça à une classe, c'est équivalent à utiliser la méthode unit-unit. Là, maintenant, lorsque je vais venir ici, Python me dit, OK, la classe ici a besoin de email password pour créer un objet. D'accord? L'objet ici, c'est l'utilisateur numéro 1. L'utilisateur numéro 1 ici, c'est Omar. Omar, c'est une personne dans la vie réelle. C'est quelqu'un qui existe en fait. L'objet représente quelque chose dans le monde réel. Comme notre utilisateur, c'est Omar qui est venu créer un compte dans notre système, dans notre site. Omar, c'est un objet. Si M. Esaïe veut créer un compte, bien, il crée un compte. M. Esaïe sera un objet. Pourquoi? Parce que M. Esaïe existe dans la vie réelle, n'est-ce pas? La classe, c'est un modèle, seulement les modèles définissent comment nous allons créer l'objet. L'objet ici, c'est quoi? L'objet ici, c'est l'utilisateur de notre compte. Ici, je peux créer un utilisateur numéro 1, l'utilisateur numéro 2, ça peut être alliance, ok? Ça peut être alliance, arrobas Gmail. L'autre utilisateur va être Esaïe, lui peut avoir son mot de passe 4678 par exemple. Et par exemple, je peux créer un autre user, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre peut venir créer un compte. Lui, ça sera par exemple sabah@gmail.com avec un mot de passe 336677 par exemple. Okay, vous voyez que chaque personne a son propre adresse email. Ok, mais je ne peux pas venir ici, j'écris user, je peux dire par exemple user, blabla. Ok? Blabla, c'est bien, mais en fait, ça ne représente pas quelque chose. Mais ici, je sais que Omar, c'est une personne dans la vie réelle. Alliance, c'est une personne dans la vie. C'est une personne qui est venue créer un compte. Et ça, c'est son adresse email. Ça, c'est son adresse email. Et ça, c'est son adresse email. C'est pourquoi lorsque vous avez créé un compte dans notre système ici, dans notre site, vous avez reçu un email. Parce qu'en fait, vous existez dans la vie réelle. Vous êtes venu, vous avez créé un compte. Et nous, notre système dit que quelqu'un est venu créer un compte. Donc, notre système va tellement créer un objet directement. OK? Je peux enlever la méthode ici. Donc là, si je viens lancer mon code ici, je vais voir que tout se passe bien, même si rien encore a été fait. Je ne vois rien dans la console. Je
Je peux venir ici, je demande à mon système, l'utilisateur 1, ok, je peux dire print quoi? Print utilisateur numéro 1, print moi son email. Donc, vous voyez, quand je fais point, je peux maintenant accéder à son email directement. Vous voyez son email ici. Parce que nous avons défini son email. Nous avons dit self.email. Quand nous faisons self.email, c'est comme si nous disons que l'utilisateur 1 ici a comme email l'email qu'il a donné ici. Parce que l'email qu'il donne ici, ça va venir ici et nous allons prendre ça ici pour donner ça à self. Self ici représente l'objet. Donc self, quand nous disons self.email est égal à email, l'email que nous avons donné ici va venir ici. Après, l'email vient ici. Après, l'email est donné à self. Et quand nous disons user.email, ça va récupérer dans self ici. Donc, self ici représente chaque objet. Chaque fois que nous créons un objet, ce sera self ici. C'est pourquoi nous pouvons dire ici user.email, user1.email. Quand je vais exécuter mon code ici, je vais voir que Omar s'affiche. Si je fais ici user3, ok, user3.email, ok, je vais voir que ce ne sera pas le même email. User3.email, user1.email c'est Omar, user3.email c'est Saba@gmail.com. Donc ça c'est une classe et ça c'est un objet. Ça c'est un objet. Ça c'est un objet. On dit qu'un objet c'est une instance d'une classe. Un objet est une instance d'une classe. Un objet représente quelque chose dans la vie réelle. Saba, tu es là? Allô? Saba, tu es là? Monsieur Omar, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Vous voyez? C'est Monsieur la Omar, connexion qui dérange chez moi. ok. Monsieur Omar, c'est une personne dans la vie réelle. Donc, l'objet user3 représente Monsieur Saba. Monsieur Saba existe dans la vie réelle. Donc, un objet, c'est quelque chose qui représente, c'est l'entité qui représente quelque chose dans la vie réelle. Ici, user numéro 1, c'est un objet. Et cet objet représente Monsieur Omar. Monsieur Omar a l'adresse email. Monsieur Omar a un nom. Vous pouvez aussi ajouter un nom ici. On peut dire, OK, il faut aussi donner un nom. Notre classe va avoir, OK, je vais dire nom. J'ajoute nom ici. Donc, en anglais, c'est name. Donc, je peux dire name. Donc, je peux venir, si je fais self, si j'ajoute ici, il faut que je l'ajoute dans self. Donc, je vais dire self.name est égal à name. OK. Dans ce cas-là, je vais venir ici, je dis, OK, les users numéro 1 ici, les users numéro 1 ici, les users numéro 1 c'est Monsieur Omar, les users numéro 2 ici, c'est Monsieur Alliance, les users numéro 3 ici, c'est Monsieur Saba. Vous voyez? Donc là, je peux venir ici, je dis user 1.email et user 1.name. N'est-ce pas? Lorsque je vais ouvrir le terminal ici, lorsque je vais ouvrir le terminal ici, lorsque je vais ouvrir le terminal ici, si j'exécute ça, je vais voir comme il dit que les user 1.email, c'est adresse email ici. Les user 1.name, c'est Monsieur Omar. Je ne sais pas si vous avez une question jusque-là, comme on vient d'expliquer. La classe c'est un modèle. On dit que l'utilisateur doit avoir l'adresse email, l'utilisateur doit avoir un mot de passe et l'utilisateur doit avoir un nom. OK? Donc, lorsque nous créons un objet ici, nous disons que l'objet ici a comme information l'adresse email. L'objet ici a comme information les mots de passe. L'objet ici a comme information les noms Omar ici. Donc ça, ce sera distinct. Chaque objet a ses propres informations, mais la classe elle reste là pour tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ok, monsieur Omar, allez-y.
Monsieur Omar, allez-y. Ok, si je comprends bien, c'est-à-dire que self représente, c'est-à-dire que l'instance qu'on a déjà créée, c'est-à-dire que l'objet exemple user 1, Mhm. Oui, c'est ça? oui. Self représente chaque objet. Parce que lorsque nous créons un objet, c'est comme une information qui Oui. est créée. Si toi, tu crées un compte sur notre site et que moi, j'ai créé un compte, est-ce que... Exemple, Oui, si, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les self représentent toutes les images qu'on crée à partir de cette modèle. oui, donc il y aura un, tu vois, les self là, parce que nous avons dit, regardez, nous avons dit qu'une classe est un modèle, ok? Oui ou non? Oui, Si toi, tu viens sur notre site, tu oui, crées un compte, ok? Et que moi, je viens créer un compte. oui, Est-ce que ton compte, c'est la même chose que mon compte? oui. Non, C'est différent, non? Donc, oui, la création de notre site représente notre site, c'est comme un modèle, ok? Toi, tu viens, on te crée un oui, compte. Notre site a déjà défini une fonctionnalité pour créer un compte, n'est-ce pas? Et notre site peut créer autant de oui, comptes. Vous voyez? Quand vous venez vous créer un compte, on dit que non, mais c'est Omar aura un email. Donc, la classe ici va construire ton compte là. Et on dit maintenant self ici, je peux dire que self ici représente, n'est-ce pas, l'objet que nous sommes en train de créer. Comme ici, toi, tu fais créer ton compte. OK? Self ici sera attaché à ton compte. Chacun aura comme un self. Quand on vient aussi, on dit self.email, ça va représenter l'objet que nous sommes en train de créer en ce moment-là. Vous voyez, c'est comme on a venu, on a dit user ici, on a créé un utilisateur avec les emails et les mots de passe ici. Vous avez vu? Regarde, quand je viens ici, je dis user, on me dit le user doit avoir un email, un password et un nom, n'est-ce pas? oui, Alors, ces informations ici vont venir ici. D'accord? Maintenant, self, d'accord. c'est comme quelque chose qui va faire le travail de prendre les informations que toi tu as données ici pour donner ça à ton objet ici. On va dire self.email est égal à l'email que tu as donné ici qui est venu ici. Self ici représente lors de la création là, représente ton user 1. C'est comme si on disait user 1.email est égal à l'email ici. User 1 Je vois. point password est égal à le password ici. Et une fois qu'on a fini de créer ici, c'est bon. Toutes ces informations-là sont sauvegardées dans ton objet ici. Tu comprends? C'est pourquoi ici, je peux dire username, email, user1.email. Vous voyez, si j'ai fait même aussi, self.email. Donc, self.email représente comme user1.email. C'est pourquoi je vais maintenant dire ici, user1.email, j'ai les emails ici que toi, tu as donné ici. N'est-ce pas? Et ce sera la même chose pour chaque objet que nous allons créer dans notre système. C'est clair? C'est clair, monsieur Oui, Daouda? c'est clair, merci. D'accord. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre a une question? On peut continuer. Ok. Monsieur Daouda, c'est clair? Monsieur Daouda dort aujourd'hui. Monsieur Isaïe, c'est clair? Ça va, c'est clair? Boris. Oui, 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 ça va. Ok. J'ai une petite question par rapport à self.email. Hmm. Est-ce que ça doit toujours avoir les mêmes noms que le mail qui est passé dans les paramètres? Ah, si ça doit toujours avoir le même nom que ça. Du genre, si Oui, oui, ça doit avoir le même nom que ça. oui. Disons ici, je vais venir ici, je vais appeler ça bébé. Et là, je dois dire ici bébé. Ok? N'est-ce pas? Ça et ça, c'est pas la même chose, non? Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais Non, dire? pas celui-là. Self. Point. Il m'a dit ici self.email doit toujours avoir le même nom que Qu'est-ce le qui. mail là, le self.email là. Si cela va, tu dois toujours avoir le même nom que le mail qui est passé en paramètre.
Est-ce que le mail qui est passé en paramètre ici, les noms, je ne comprends pas. Si ça et ça, ça Non, doit être la même chose. Si ça et ça, ça doit être la même chose. oui, 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 Ok, ici, je sais que je donne l'exemple. Si je paye, par exemple, je vais dire bébé. Self.bb est égal à. Vous avez vu que c'est différent, non? N'est-ce pas? oui, Mais regardez ce qui se passe ici. oui, Si je fais ça, je vais avoir une erreur à ce niveau ici. Je vais voir une erreur à ce niveau ici. On va me dire que l'email n'existe pas. Alors là, je dois faire ici, je dois faire. Vous voyez même que la couleur a changé. Je dois faire ici bébé. Dans ce que tu dis là, les noms ici dans self doit être la même chose que ce que tu vas appeler dans l'objet. Self, c'est la même chose que l'objet. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'ici, je peux dire email. Je vais même dire ici email. Donc, si je dis email ici, je dois dire email ici. Vous voyez? Quand je lance, ça va marcher. Et je peux même aussi dire dans paramètres ici. Alors, je peux appeler ce paramètre papa. Alors, si je fais ça, alors, comme c'est la valeur de la paramètre que je donne à l'email, alors je vais dire papa. Ok, Python va me dire, ok, il n'y a pas aussi de problème parce que moi, je vais prendre la valeur ici, je vais mettre ça dans papa. Et papa, je vais donner ça à email. Donc, on aura toujours email au final. Dès que j'exécute ça, je vais avoir pour marque ici sans problème. Mais au lieu d'avoir email et puis papa, ça va faire des désordres. C'est pourquoi on dit toujours email ici. Et puis email ici. C'est clair? Ça va. C'est clair? oui, c'est clair. Ok. Oui, c'est clair. Alors, nous allons continuer. Je pense que c'est clair s'il n'y a plus de questions. Mais c'est Isaïe, je ne sais pas s'il nous entend. Nous allons avancer maintenant. Alors, ce que nous venons de faire avec vous ici, les emails, password et name ici, ça, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est ce qu'on appelle les attributs. Les attributs. Ce sont des attributs. Les attributs, c'est quoi? Les attributs, ce sont juste des variables associées à un objet. Vous voyez, j'ai dit self.email. Ça, c'est une variable. C'est pourquoi je peux faire user.email. Nous avons que notre objet ici a comme variable email. Notre objet ici a comme variable name. Notre objet ici a comme variable mot de passe, donc password. Ce sont des variables en fait. Mais ces variables ici sont associées à un objet. C'est pourquoi nous pouvons dire objet point. Objet point. Vous voyez? Parce que ce sont des attributs. Les attributs sont des variables associées, n'est-ce pas? Sont des variables que personne ne vient de commenter. Quand vous attendez, c'est dire attributs aux variables directement. Ce sont des variables, mais ces variables ici sont associées à un objet. Ça veut dire qu'on peut faire objet point le nom de la variable. D'accord? À part les variables, à part les attributs, nous avons aussi les méthodes. Là, c'est des variables. Alors, c'est quoi les méthodes? Une méthode, ok, c'est juste une fonction que nous définissons, n'est-ce pas, dans l'intérieur d'une classe. Nous avons dit qu'en Python, pour définir une fonction, on fait quoi? On utilise le mot-clé def, espace, le nom de la fonction, et puis on fait en parenthèse. Alors, lorsque vous prenez une fonction, que vous mettez cette fonction à l'intérieur d'une classe, cette fonction devient une méthode. Okay? Alors, pour créer, par exemple, ici, nous disons que l'utilisateur, nous avons créé l'utilisateur, non? Mais nous disons que l'utilisateur peut faire quoi? L'utilisateur peut se connecter. Alors, pour créer la fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur de se connecter, nous allons bien sûr créer une méthode ici. Nous allons dire def, par exemple, login. OK? Par exemple, login. OK? Si nous voulons que l'utilisateur se déconnecte, nous allons par exemple créer une méthode que nous allons dire logout. Lorsque vous êtes vous entrez dans Facebook, vous finissez, vous faites logout, vous vous déconnectez. Ok, nous pouvons, ça c'est vous voyez que c'est une fonction, mais comme nous avons mis la fonction ici à l'intérieur d'une classe, cette fonction ici devient une méthode, n'est-ce pas? Alors, dans la déconnexion, je peux dire lorsque la personne se déconnecte, nous allons dire au revoir. Ok, je ne mets pas les accents.
à la... À moins que je puisse copier ça, je vais mettre ça par mettre. Bon, je vais copier l'accent ici. Un clavier ici. Et puis ça, je ne vais pas passer en clavier français ici. Ok. On va dire à la prochaine. Ok. Donc, nous avons ajouté une méthode qui va permettre à l'utilisateur de se déconnecter. Nous avons mis cette fonction à l'intérieur d'une classe. Lorsque vous mettez une fonction à l'intérieur d'une classe, cette fonction devient une méthode. Alors, les méthodes, en fait, définissent les comportements d'une classe. Nous avons que la personne qui est venue créer un compte chez nous, cette personne peut se déconnecter, peut se connecter, n'est-ce pas? Peut envoyer un message. Cette personne peut suivre un cours. Cette personne peut acheter un cours. Ce sont des comportements, ce que l'utilisateur peut faire, ce que l'objet peut faire. Alors, les attributs ici vont définir, n'est-ce pas, l'identité en fait de notre objet. On dit que chaque utilisateur doit avoir un email, chaque utilisateur doit avoir un mot de passe, chaque utilisateur doit avoir un nom. Okay. Les attributs définissent, n'est-ce pas, l'identité de l'objet et les méthodes définissent les comportements, ce que l'objet va faire. Les attributs nous disent ce que l'objet est, les méthodes nous disent ce que l'objet fait. Ici, nous pouvons dire que l'utilisateur 1, c'est M. Omar. Nous pouvons dire ici, nous disons, l'utilisateur 1, M. Omar ici, user 1.logout, se déconnecte. C'est ça ce que M. Omar fait. M. Omar se déconnecte. Et l'objet ici, nous pouvons dire que l'objet 1 ici, c'est M. Omar. Pourquoi? Parce qu'il a l'email ici, son nom c'est Omar. Les attributs nous disent ce que l'objet est, les méthodes nous disent ce que l'objet fait. Alors, je vais venir ici. Quand je vais exécuter mon code ici, qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me dire pourquoi on a cette erreur ici? Ok, lorsque vous définissez une méthode à l'intérieur d'une classe, il faut toujours donner les mots-clés que je vous avais dit ici. Les mots-clés self ici. Alors, comme nous avons dit que self ici représente l'objet, par exemple, lorsque M. Omar s'est déconnecté, nous pouvons accéder au nom de M. Omar. Okay? Nous pouvons connaître qui s'est déconnecté. Je vais d'abord exécuter mon code ici. Quand je lance comme ça, nous voyons, on nous dit quoi? Au revoir, à la prochaine. Mais si, par exemple, les userd aussi, ok? Je vais effacer l'email ici pour laisser les noms. Si userd, ok, viens ici, je vais dire userd.logout, ok, que userd se déconnecte aussi. Vous voyez ici, on va nous dire, on nous dit quoi? On nous dit au revoir à la prochaine. On nous dit ici encore au revoir à la prochaine, mais on ne sait pas qui s'est déconnecté. Alors avec self ici, nous pouvons dire au revoir quoi? Au revoir à la prochaine, monsieur. Je vais faire virgule ici. Ok. Je vais faire virgule. Self.name. Ok. Donc self ici va me permettre à accéder, n'est-ce pas, aux attributs et aux méthodes. Parce que nous avons dit que self ici représente l'objet. Alors si c'est l'objet 1 qui se déconnecte, à partir de self, on peut récupérer toutes les informations de l'objet parce que self va représenter chaque objet. Alors, si c'est l'objet 1 qui se déconnecte, self peut nous dire son nom. Si c'est l'objet 2 qui se déconnecte, self peut nous dire son nom. Maintenant, je vais venir sauvegarder ici et je vais relancer, n'est-ce pas, mon programme ici. Qu'est-ce que nous voyons? Au revoir à la prochaine, Monsieur Omar. Au revoir à la prochaine, Monsieur Alliance. Donc, j'ai défini une seule méthode ici et j'ai appelé seulement logout. Comme je l'ai appelé sur l'objet 1, à partir des mots-clés self, nous récupérons les informations de l'objet en question. Donc, c'est l'objet 1 qui se déconnecte. Alors, nous avons les informations sur chaque objet qui s'est déconnecté.
c'est l'objet 2 qui se déconnecte. Alors, nous avons les informations, c'est l'objet, comme son nom, c'est numéro et tout comme ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour créer une classe avec les attributs. Donc, la classe, c'est un modèle, n'est-ce pas? La classe, c'est quoi? Nous avons dit que la classe, c'est un modèle. Et le modèle va définir quoi? Le modèle va définir. Donc, c'est un modèle qui définit les attributs et les méthodes. OK? D'une classe. En fait, d'un objet. Une classe, c'est un modèle qui définit les attributs et les méthodes d'un objet. Et un objet, c'est une entité qui représente quelque chose dans le monde réel. Par exemple, Monsieur Omar. Monsieur Omar, c'est quelqu'un qui existe dans la vie réelle, qui est venu créer un compte sur notre site. Alors, la classe, c'est le modèle qui va définir les attributs, donc les données en fait. De qui? Les données de Monsieur Omar, les données de Monsieur Alliance, les données de Monsieur Saba. OK? Et les comportements comme quoi? Comme c'est déconnecté, Monsieur Omar peut se connecter et Monsieur Omar peut se déconnecter. Ce sont les comportements, les actions que Monsieur Omar va faire sur notre site. Et les attributs définissent l'identité de Monsieur Omar. Par exemple, le nom de Monsieur Omar, le mot de passe, OK, et tout comme ça. Donc, c'est ça, en fait, la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, OK, c'est un paradigme de la programmation qui va nous permettre de regrouper notre code autour des objets et des classes. Et une classe, c'est quoi? C'est un modèle qui définit des attributs, donc l'identité et les comportements d'un objet. Et un objet, c'est quoi? Un objet, c'est une entité qui existe dans la vie réelle, comme une personne. Comme M. Omar, c'est une personne. Cette personne ici peut se déconnecter, peut se connecter. Ça, c'est les comportements. Donc, ça, ce sont les actions que la personne va faire. Parce qu'avant, lorsqu'on créait le programme, on utilisait par exemple les variables. On dit non, A est égal à B. Et puis, on faisait des opérations A plus B. Vous voyez, on faisait des conditions. On peut toujours utiliser tout ça. Maintenant, là, avant de commencer à créer notre programme, nous sommes en train de réfléchir en objet et classe. Ok, nous voulons créer une application qui va gérer la livraison. Ok. Qu'est-ce que la livraison se passe dans le monde réel en fait. Il faut maintenant que nous puissions représenter ces objets, les choses du monde réel dans notre programme. C'est pourquoi nous devons utiliser la programmation orientée objet. Nous allons commencer à réfléchir en fonction, n'est-ce pas, des objets et des classes. Nous voulons représenter quelque chose dans le monde réel, ok, comme une voiture, ok. Nous allons créer une classe. Une classe va définir, ok, ce que nous allons avoir. On va dire, ok, la voiture a quoi? La voiture peut avoir une couleur, la marque, ok, les prix, vous voyez. Nous allons définir ça dans la classe. Et lorsque nous achetons une voiture, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un objet. Parce que nous avons acheté une voiture dans la vie réelle. Nous créons un objet qui va représenter cette voiture-là qu'on vient d'acheter. Si nous achetons une autre voiture, nous créons un objet encore, ainsi de suite. Et là, nous allons voir que notre code va être vraiment, vraiment bien regroupé. Ça va faciliter notre code, ok? Ça va faciliter la maintenance de notre code et ça va modéliser les choses dans le monde réel. Okay? Si c'est dans un magasin où vous vendez des choses, vous pouvez dire que les produits, c'est une classe. Ok, on peut voir quelle sorte de produit. Un stylo, c'est un produit. Lorsque vous vendez, un client est venu acheter. Un client est venu et le client a acheté quelque chose dans le monde réel. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire, vous créez un objet. Cet objet peut être quoi? Peut-être la vente. Ok, donc la classe vente. J'ai vendu quelque chose à autant de prix. Donc là, votre code représente vraiment quelque chose dans le monde réel. Et c'est comme ça que c'est pas parce que quelqu'un va venir, il va vous dire, créez-moi une application qui va m'aider à gérer mon entreprise. Okay. Donc, vous allez faire quelque chose qui va représenter des choses dans la vie réelle. Dans l'entreprise, il y a quoi? Il y a une voiture, il y a des gérants. Tous ces gens-là doivent être représentés dans les codes pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, notre programme va agir en fonction des choses qui se passent dans la vie réelle. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Merci Daouda. Est-ce que c'est clair? C'est clair? On peut avancer? Voilà. Ok.
Donc là, nous avons vu la programmation orientée objet, les attributs, les méthodes, les objets, comment créer un objet, tout ça. D'accord, nous avons parlé de la méthode qui va nous permettre de créer les objets des constructeurs, qui va prendre les informations pour créer un objet. Alors, la programmation orientée objet ne se limite pas là. Ok? La programmation orientée objet peut nous permettre d'aller plus loin que ça. Alors, supposons ici, dans notre application, ici, nous avons les users, n'est-ce pas? Je vais effacer un peu quelques autres users ici. Je vais effacer ça. Je vais remettre même à 2. Ici. OK. Dans notre application, nous avons les users, n'est-ce pas? Mais il y a des types de users. Il y a des users qui sont juste des users simples, des gens qui viennent créer des comptes sur notre plateforme. Mais il y a aussi les super utilisateurs, donc les administrateurs, des gens qui, leur rôle est par exemple d'assurer la maintenance ou de faire des choses comme bloquer un utilisateur, résoudre un problème d'un utilisateur, par exemple lorsque la vente n'est pas arrivée, tout ça, parce que la personne a des problèmes qui veut être aidée sur le site. Ok? Dans ce cas en programmation, comme nous avons déjà un utilisateur ici, ok? Si nous créons encore une autre, en fait, comme nous avons déjà la classe user ici, ok? Si nous voulons par exemple gérer un administrateur, nous allons nous demander qu'est-ce que l'administrateur peut faire aussi. On sait que l'administrateur peut aussi se connecter et l'administrateur peut aussi créer un compte. Au lieu encore de recréer toutes les fonctionnalités ici, donner encore les emails, les passwords, les noms pour l'administrateur aussi, et la méthode pour au lieu de faire encore la même chose copier-coller, ce n'est pas bien de se répéter dans les codes. Comme nous avons déjà des fonctionnalités ici, ce que nous devons faire, c'est savoir comment les réutiliser. Alors pour ça, lorsque je vais ici, je peux créer une classe, je vais appeler admin, ok? Alors si je vais ici, je serai obligé encore de faire def, unit et tout ça, vous voyez? Pour, n'est-ce pas, avoir accès, n'est-ce pas, à l'email et password pour qu'on puisse créer l'admin. Alors en programmation, on peut utiliser ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage permet à une classe, n'est-ce pas, de réutiliser les fonctionnalités d'une autre classe. Dans notre classe ici, admin, sera comme la classe enfant et notre classe user sera comme la classe parent. La classe admin va hériter des fonctionnalités de la classe user. On sait que dans user, nous avons les emails, le password, les names, nous avons aussi la méthode de se déconnecter. Au lieu encore de refaire la même chose, nous pouvons seulement hériter des fonctionnalités de cette classe ici et commencer directement à l'utiliser. Ajouter maintenant des fonctionnalités spécifiques à l'administrateur. Parce qu'on sait que par exemple, un utilisateur simple n'a pas le droit de supprimer un autre utilisateur. Dans ce cas-là, la fonctionnalité de supprimer quelqu'un, nous allons mettre ça dans la classe administrateur. Mais les choses comme se connecter, se déconnecter, c'est commun à tous les utilisateurs. Les emails, chaque utilisateur doit avoir un email, même si cet utilisateur est un administrateur. Dans ce cas-là, pour hériter des fonctionnalités de ma classe ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, avant de faire des points ici, je vais faire entre parenthèses et je vais appeler la classe, ok, à laquelle je vais hériter. Donc, je vais dire ici, user. Je vais dire user. Et à l'intérieur de ma classe ici, comme je n'ai rien à faire, je peux faire pass. Ok. Maintenant, regardez, lorsque je viens ici, je peux dire ici, admin 1, ok, admin 1 ici est égal à admin, et puis je vais faire entre parenthèses. Maintenant, regardez ici. Dans ma classe admin ici, je n'ai pas défini les emails, je n'ai pas défini les passwords, je n'ai pas défini les names. Mais le fait que j'ai hérité de la classe user ici, j'ai accès ici à partir de la classe admin, j'ai accès à l'email, j'ai accès au password, j'ai accès au name. C'est grâce à l'héritage. Normalement, ce que je devrais faire, c'était de copier tout ça, amener ça dans la classe admin. Mais vous voyez que là, je viens de me répéter.
Et si je me dis que non, désormais, les users doivent aussi avoir pays. Donc, je dois ajouter ça dans admin, je dois encore ajouter ça dans user. C'est de la répétition. En programmation, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous avons l'héritage. Si vous avez une classe qui a déjà des fonctionnalités, et vous voulez réutiliser ces mêmes fonctionnalités, vous pouvez utiliser l'héritage. Ok? L'héritage va permettre à une classe, dans la classe enfant, d'hériter des fonctionnalités de la classe parent. D'accord? Est-ce que quelqu'un a une question qui se pose? Déjà ici, admin, je peux dire admin ici. Nous allons dire gmail.com et puis les mots de passe. Ok? C'est quelque chose comme un mot de passe un peu difficile. Et puis ici, les names ici, je peux mettre Gédéon. Donc si je peux encore venir ici, je vais dire print. Print quoi? Print admin. Admin. Point name. Ok, puis je peux venir après ici. Je vais dire admin 1. Admin 1. Point logout. Puis je fais en parenthèse comme ça. Vous voyez ici, malgré que dans admin ici, il n'y a pas de name quelque part, mais le fait que j'ai hérité user ici, je suis à mesure de faire admin.name parce que la classe admin a hérité de toutes les fonctionnalités de la classe user. Donc, les attributs et les méthodes. Donc là, maintenant, si je viens exécuter mon code ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je lance mon code ici? On me dit quoi? Omar, donc c'est le user ici, name. Gédéon, c'est admin name. On me dit quoi? Au revoir à la prochaine, monsieur Omar. Au revoir à la prochaine, monsieur Gédéon. Dans ma classe admin ici, je n'ai pas défini une méthode logout. Mais du fait que j'ai hérité de la classe user, je peux maintenant avoir accès à la méthode logout. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à l'héritage? Quelqu'un a une question? Monsieur Daouda, vous êtes là? Allô? C'est clair? Ok. Est-ce que tu peux, Sabah, tu peux nous expliquer l'héritage, c'est quoi l'héritage? Python. En fait, l'héritage, c'est quand on crée un autre modèle qui va utiliser les fonctionnalités d'un autre modèle, en fait. Comme par exemple, ici, quand vous avez créé le user et puis vous avez créé l'admin, l'admin utilise les fonctionnalités des users. Donc, on n'a pas eu besoin de se répéter, par exemple, pour créer notre email, notre password ou notre name. On a hérité de mêmes fonctionnalités que le modèle précédent. Ok. Good. Donc ça, c'est montre que vous avez compris. Alors, à part les notions que nous venons de voir, classe, programmation entre objets, classe, objet, attribut, méthode, héritage, la programmation orientée objet ne se limite pas là. Dans la programmation orientée objet ici, nous avons un concept qu'on appelle encapsulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce concept permet de protéger les données, ok, pour éviter les modifications non autorisées. Supposons que dans notre classe user ici, ok,
dans notre classe user ici, supposons que nous avons ici les passwords. Ok, nous avons, disons, les emails ici. Imagine, ce ne sera pas bien si un utilisateur venait et puis changer son email. Quelqu'un a créé son compte avec un email et il vient changer, ça devient un autre email, ce qui n'est pas intéressant. Dans ce cas-là, nous pouvons empêcher l'utilisateur d'échanger lui-même son email. Ok? C'est par exemple comme dans un compte bancaire, lorsque vous avez les utilisateurs dans les comptes bancaires, s'il y a une chose qu'il faut les empêcher de faire, c'est d'échanger leur propre solde. N'est-ce pas? Si un utilisateur est mesure, on peut dire que l'utilisateur peut modifier son profil, n'est-ce pas? Donc, même si moi j'ai un compte bancaire, je peux aller dans le profil de mon compte bancaire, modifier ma photo de profil, n'est-ce pas? Changer quelque chose comme un prénom vous voyez, je peux faire ça. Mais la banque ne peut pas me permettre, ok, d'échanger le solde. Les soldes doivent être changés en fonction de quelque chose. Par exemple, lorsque je suis allé faire un dépôt. Alors, c'est très important, c'est maintenant là, on parle d'encapsulation. Ça veut dire qu'il y a des données qu'il faut protéger. Regardez par exemple ici, nous avons dit user ici, nous avons créé l'objet user ici, nous avons dit username. Non, je peux venir ici dire user 1, point, regardez ce que je peux faire, je peux dire point, point name, ok, est égal à Alibaba. Ok. Les noms étaient créés ici en tant que Omar parce qu'on peut voir Omar ici. Malgré que l'utilisateur a créé un compte avec le nom Omar, l'utilisateur est libre. L'utilisateur peut venir plus tard dire que non, mon nom ce n'est pas Omar. Mon nom c'est Alibaba. Ok, on sauvegarde ça. Regardez lorsque je vais faire user.name, ce qui va se passer ici. Ok. Je vais relancer mon code ici. Lorsque je lance comme ça, on me dit maintenant c'est Alibaba. Au revoir, à la prochaine, monsieur Alibaba. Et si nous avons par exemple dans notre classe ici, okay, une information comme le email ici, nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse venir ici et changer lui-même son email en faisant user1.email par exemple. User1.email, vous voyez, ce n'est pas intéressant. C'est comme les soldes dans un compte bancaire. Un utilisateur ne doit pas avoir la possibilité d'échanger son solde. Il va dire que non, maintenant son solde c'est 1000 $. Mais si Alliance, c'est 100 000 $. Et puis il va y retirer. Donc c'est un problème sérieux. Il y a des informations qu'il faut protéger pour permettre aux utilisateurs de ne pas modifier. Disons qu'ici il change, il dit non, non, c'est ali@gmail.com. Donc il a modifié son email. Et quand nous venons voir ici, si nous utilisons user1 ici, user1.email, nous allons voir que, donc quand on relance le code ici, nous allons voir que l'email qui a été créé ici avec omar@gmail, c'est maintenant ali@gmail. Notre objectif, ce que nous voulons faire, c'est empêcher l'utilisateur de faire ce genre de choses. Pour empêcher l'utilisateur de faire ce genre de choses, on utilise ce concept que nous avons appelé encapsulation. Donc, protéger les données pour éviter les modifications non autorisées. Il y a des modifications autorisées. Donc, l'utilisateur a le droit de changer son nom. Mais l'utilisateur n'a pas le droit de changer son adresse email. Alors, pour empêcher l'utilisateur de faire ça, nous allons venir dans notre classe ici, dans notre constructeur ici. Là, nous avons fait self. Qu'est-ce que nous allons faire? Ok. Nous allons ajouter underscore ici. Et lorsque nous ajoutons underscore ici, Python va considérer cet attribut ici, n'est-ce pas? J'ai ajouté ça en password, je vais par email. Pourquoi vous m'avez laissé ça? Python va considérer ça, cet email ici, n'est-ce pas, comme l'attribut interne. Vous voyez maintenant là où je faisais user.email, ok, ça cause maintenant un problème. Okay, je ne peux plus accéder à cette information de l'extérieur. Donc si je viens relancer mon programme ici, qu'est-ce que je veux voir?
et email s'affiche. Parce que Python considère ça comme email interne. Mais si je ne veux pas que ça ne soit pas accessible ici, ce que je dois faire, c'est ajouter encore un autre underscore ici. J'ajoute encore un underscore ici. Ça devient des underscores. Ok, maintenant quand je relance mon programme ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux avoir une erreur ici. Ok, vous êtes là? Monsieur Omar, vous êtes là? Monsieur Daouda, vous êtes là? Monsieur Daouda, Alliance, qui est là? Oui, je suis là. Ok. Exactement. Ok, je vais revenir ici. Alors, vous voyez ici, si j'ajoute un underscore ici, j'enlève les underscores ici. Regardez la couleur de mon attribut ici. Ok. Et quand je viens ici, que je mets les underscores ici, regardez bien ce qui va se passer à mon attribut, c'est bleu. Dès que j'ajoute ici, dès que j'ajoute les underscores ici, vous voyez la couleur change ici. C'est maintenant bleu. Ok. C'est maintenant blanc comme ça. Ça veut dire que cet attribut ici, il ne doit plus être accessible à l'extérieur. C'est considéré comme l'attribut accessible uniquement à l'intérieur de la classe. N'est-ce pas? Donc, normalement, quand je dois donner les noms comme ça ne doit pas modifier, n'est-ce pas, les informations de ma classe ici. Alors, pour maintenant, comme nous avons dit que la méthode ici, l'attribut ici, ne doit plus être accessible, ok? Ne doit plus être accessible. Ce que nous devons faire, nous devons dans notre classe ici, prévoir les moyens à l'utilisateur, n'est-ce pas, d'accéder à ces informations. Au lieu de venir ici de dire utilisateur email est égal à email, vous devez venir ici de dire user.email est égal à user.email, n'est-ce pas? Nous allons créer une méthode à l'intérieur de notre classe ici. Nous pouvons dire, ok, def get email. Alors, la méthode getEmail ici va permettre à l'utilisateur d'accéder à son email. D'accord? Parce que lorsque nous avons ajouté comme ça, Python considère les emails ici comme une méthode, n'est-ce pas, comme l'attribut accessible uniquement à l'intérieur de ma classe. Ça veut dire que je ne peux pas venir ici à l'extérieur, ici, dire user.email. D'accord? C'est une erreur. C'est pourquoi ici, je dois venir dans ma classe user ici, créer maintenant une méthode qui va permettre à l'utilisateur d'accéder à cet email ici. Donc là, je vais venir ici à l'intérieur, ici, je vais dire maintenant, je peux dire return, return quoi? Nous avons dit que lorsque vous ajoutez une fonction à l'intérieur d'une classe, vous devez ajouter le mot-clé self comme paramètre ici. Voilà, je peux dire return quoi? Return self.email. Mais ce n'est plus point email, c'est point underscore email. Okay? Dans ce cas-là, cela va permettre ici à mon user ici, quand je vais venir ici, je peux maintenant dire user.get quoi? Get email. Je peux voir ma méthode get email qui est accessible ici et je vais faire le parenthèse ici. Parce que j'ai empêché à l'utilisateur d'accéder à cette information à l'extérieur ici. Donc, je dois prévoir les moyens d'accès. Et à partir d'ici, ça va me permettre de contrôler, de dire, ok, non, l'utilisateur ici peut accéder à son email, par exemple, lorsqu'il est connecté ou tu vois, je peux contrôler les choses. Parce que ce sont des informations que j'aimerais protéger. Ça peut être un solde. Okay? Dans les soldes, je peux dire que la personne peut accéder à son solde, mais la personne ne doit pas modifier son solde. Donc, je protège mes données, ok,
pour éviter les modifications non autorisées ou des accès non autorisés. Parce que quand je laisse par défaut comme ça, par défaut, ça veut dire que l'objet peut changer, modifier et accéder à l'information, à la donnée. Mais lorsqu'on utilise l'encapsulation, ça veut dire que l'objet peut accéder aux informations, ok, seulement si on l'autorise. Nous pouvons protéger d'autres informations pour que ces informations ne soient pas accessibles, par exemple avec un underscore ou avec des underscores. Maintenant, ici, lorsque je vais accéder à mes méthodes ici, si je relance mon programme ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous allez voir que j'ai mis ce command ici, n'est-ce pas? Parce que la méthode getMail ici, c'est getEmail, la méthode getEmail ici, la méthode getEmail ici va ici, parce qu'ici je fais self.underscore. Je suis à l'intérieur de la classe ici et j'accède à l'email ici. Okay? Et c'est interdit à l'utilisateur ici de faire user1. Ok, underscore email. C'est interdit de faire ça parce que nous avons dit que la méthode ici ne doit être accessible qu'à l'intérieur de notre classe. Alors, comme j'ai interdit à l'utilisateur de faire ça, je dois prévoir un moyen, les moyens ici, get email ici, pour que l'utilisateur puisse, n'est-ce pas, avoir accès à son email. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Moi, j'ai demandé si l'utilisateur ne peut pas modifier, qu'en est-il du user? Qu'en est-il de l'administrateur? Ah, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très bonne question. Alors, l'administrateur, normalement ici, l'administrateur accède, n'est-ce pas, et hérite. Comme l'administrateur hérite, n'est-ce pas, aux informations, ce sera la même chose pour lui. Alors, dans admin ici, nous pouvons maintenant ajouter les fonctionnalités. Nous pouvons dire get, ok. Nous pouvons dire, ok, def, change, ok, change quoi? Change email. Donc, nous allons créer une méthode, n'est-ce pas? Il faut toujours faire self lorsque vous ajoutez une méthode dans une classe. Change email ici, ce sera la méthode qui va permettre, n'est-ce pas, à l'administrateur ici d'échanger les emails. Donc, je peux dire maintenant self, change.email, je vais dire ici, virgule, new, n'est-ce pas, new email. Je dis non, donne-moi un email que je vais changer. Je vais dire maintenant ici, self, ok, point, underscore email est égal à quoi? Est égal à new email. Donc, je peux changer l'adresse email ici. Donc, l'admin peut changer par exemple son adresse email parce que lui c'est l'admin. Dans ce cas-là, je dois mettre dans admin ici une méthode qui va lui permettre de faire ça. Et cette méthode n'existe pas dans user. Donc, je ne peux pas venir ici de dire ici. Je ne peux pas venir ici, j'ai dit par exemple user1, ok, point change email. Je n'ai pas cette méthode ici. Si je m'entête et que j'écris change email, n'est-ce pas? Ça c'est user, non? Je change email et que je vais par exemple changer à papa@gmail.com. Si je m'entête ici, j'arrive ici, que j'exécute mon code ici, je vais avoir une erreur parce que la méthode change email ici n'existe pas dans notre classe user. Donc, comme nous l'avons ajouté dans admin, je vais venir ici, je dis quoi? Je vais venir ici, je dis admin, ok? Admin, quand je fais regarder, quand je fais admin, j'ai accès à la méthode change email. Ok, je peux dire admin, new, je peux même dire ici, new admin, ce qui dit que si je viens afficher les informations de l'admin, si je fais ici, admin1.email ici, point get email, ok. Vous voyez si je change, non? Je change l'email, n'est-ce pas? Là maintenant, si je vais dans admin et que je change l'email ici, je vais voir que l'email, ok,
Normalement, l'email devrait changer. Ok, parce que j'utilise la méthode getEmail. Ok. Je peux venir ici, je dis user 1. Ok, parce que là, là, si je dois faire ça, je dois surcharger la méthode email ici. Je vais expliquer la surcharge de la méthode dans Python. Je pense que ça va passer. Ok, là, j'ai new email qui s'affiche ici. Donc, je suis venu ici, malgré que l'utilisateur n'a pas le droit de changer son adresse email. Ok, je vais dans admin ici, je donne à l'admin la possibilité de changer tes emails. Ok, mais l'utilisateur n'a pas le droit de faire ça. Seulement l'admin a le droit de faire ça. Ok, maintenant là, l'admin maintenant peut changer son email. C'est comme ça qu'on fait en fait avec des applications. Nous avons hérité de la classe user. Nous empêchons à un utilisateur de simple de faire des choses, mais nous permettons à l'administrateur de faire des choses que l'utilisateur simple ne peut pas faire, comme changer son email. Nous mettons seulement cette méthode ici, n'est-ce pas, à l'intérieur seulement de qui? À l'intérieur de l'admin, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est clair. Ok. Monsieur Daouda. Monsieur Daouda dort déjà. Monsieur Alliance dort aussi. Monsieur Alliance dort aussi. Pongi et Petit Mandé. Alors, à part l'encapsulation que nous venons de... Non, non, je suis là. Ok, Je ne dors pas. c'est bien. À part la encapsulation que nous venons de voir là, la programmation orientée objet, ok, la programmation orientée objet ne se limite pas là. Mais là, déjà, c'était les attentes. J'ai mis d'autres choses, d'autres concepts, n'est-ce pas, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ce qu'on peut voir, c'est la polymorphisme. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? La polymorphisme, ok, c'est quoi? Je vais mettre ça ici. Polymorphisme, ok, permet d'utiliser une même méthode pour différents objets. Vous voyez ici, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, il y a la méthode getEmail, n'est-ce pas? Hmm? Sabatier là? C'est toi qui avais posé la question. Non? Oui, oui, je suis là. Je disais ceci. Dans la classe user, nous avons la méthode getEmail, non? Et dans user, nous avons aussi getEmail, n'est-ce pas? Hmm. Alors, la polymorphisme, ça veut dire que nous allons utiliser la même méthode pour, ok, pour des objets différents. Quand je fais user, ici, quand je fais user, regarde ici, quand je fais user 1 .getEmail, ok, j'utilise getEmail, ok, j'utilise user 1.getEmail, n'est-ce pas? Mais je fais aussi admin.getEmail. Donc, j'ai la même méthode pour la classe admin et pour la classe user. On appelle ça aussi les overrides, la surcharge des méthodes. Donc, j'ai la même méthode dans la classe parent et dans la classe enfant. OK? Ça veut dire que j'ai défini une méthode ici dans ma classe parent ici. Lorsque je suis venu dans la classe enfant, j'ai réutilisé la même méthode. Parce que l'avantage, c'est que je peux venir ici, j'ai dit, oh, quelqu'un, c'est le micro de qui là? Mais c'est Mamadou, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Je vais couper ça ici. Ok, c'est bon. Vous êtes là? Donc, c'est que je peux venir ici, je vais dire admin. Je peux venir ici, je vais dire ici les emails, l'email admin l'email admin des points. Je vais mettre ça
Je vais mettre ici l'email admin ici. Et puis ici, je vais dire, ici, je vais dire quoi? Ici, je vais dire email. Ici, je vais dire email quoi? Email user. Email user, ici, email admin. Écoute, c'est la même méthode. Cette classe a hérité de cette classe, mais la classe enfant et la classe parent ont la même méthode. Mais lorsque je l'appelle ici, dans cette méthode ici, j'ai des informations différentes de cette méthode ici. Là, nous allons dire ici, par exemple, on va me dire quoi? On va me dire ici l'email de l'admin, l'email de l'admin new aussi. Ok, parce que j'appelle la même méthode ici, get. Ok. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je n'ai pas fait print ici. Je dois faire print. Je fais print. Ok. Parce que j'appelle la méthode ici, on me dit l'email user et puis l'email admin. Et en polymorphisme, ça nous permet d'utiliser une même méthode pour différents objets. J'ai l'objet admin, ok, et j'ai l'objet user. Et malgré que c'est des objets différents, n'est-ce pas? User, admin, c'est des objets différents, mais je peux utiliser la même méthode. N'est-ce pas? Ça, c'est polymorphisme. Ça me permet de faire des choses comme ça, définir des choses. On peut dire que non, bienvenue sur notre profil, bienvenue sur votre profil admin Alliance. Bienvenue sur votre profil Monsieur Saba. On sait que Monsieur Saba, comme Monsieur Saba n'est pas un admin, on ne va pas lui dire que c'est un admin. Mais si vous êtes un admin, on va vous dire que vous êtes un admin. Alors, les restes des choses, je mets ça dans la classe. Et avant de partir ici, la chose que nous pouvons voir ici, avant de partir, la chose que nous pouvons voir, c'est les méthodes de classe, ok, les méthodes statiques. Alors, une méthode de classe, ok, agit entièrement sur la classe. Regardez ici. Regardez ici. Je peux venir ici, ok, dans ma classe ici, je vais créer une variable. Je peux dire nombre, ok, nombre d'utilisateurs. Je peux dire que par défaut, c'est quoi? C'est 0. Ok. Alors, dans ce cas-là, je peux créer une classe. Ok. Je peux y créer une classe. Ok. Je peux créer une classe ici. Que je vais appeler. Arrobase, je peux dire ici classe méthode, n'est-ce pas? Vous allez comprendre ça. Je sais que vous êtes déjà fatigué, mais il faut que je mette ça parce que c'est dans les livres, il faut que je vous explique. Je vais dire classe méthode, ok, est égal à, ok. Nous allons définir ici parce que c'est une méthode, ça veut dire que nous allons créer avec def. Nous allons dire def, nous allons dire new user, new user. À chaque fois que nous créons un utilisateur, nous allons pouvoir compter le nombre d'utilisateurs. Il y a combien de nombres d'utilisateurs, ok. Alors, classe méthode ici, nous allons dire new user. À chaque fois qu'il y a new user ici, qu'est-ce que nous allons dire? Je vais prendre un exemple simple ici. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que dans notre user ici, dans notre système ici, nous avons la version, n'est-ce pas? Nous avons la version de notre application. Nous allons dire la version de notre application. Parce que lorsque nous avons par exemple publié le site, nous avons dit que la version de notre site, c'est la version 1 par exemple. La version de notre application, c'est la version 1. Alors, je peux créer une classe ici, classe méthode, arrobase, classe méthode. Je vais dire dans classe méthode ici, je vais dire, je vais changer la version de mon système. Dans notre site, non, c'est la première version. Si on arrive à la version 2, la version 3, nous devons notifier que nous sommes maintenant à la version 3 de notre application. Alors, je vais créer une méthode ici, def change version. D'accord? Dans change version ici, je vais appeler le mot-clé
CLS, ça va représenter la classe. Self représente l'objet. CLS représente la classe. Je peux dire ici, nouvelle version. Donc, new version. La nouvelle version de mon système. Je vais faire point ici. Après, je vais faire quoi? Je vais faire classe. Quand je vais faire classe, SRC ici, donc l'attribut que j'ai donné, c'est comme self, mais ça va changer directement toute la classe. Point version est égal à new version. Je vais expliquer tout ça. Okay. De la même façon, nous avons créé la méthode def logout. Nous avons ici créé def change version. Nous avons seulement ajouté arrobas class méthode pour dire que ça c'est une méthode de la classe. Ça veut dire que c'est une méthode qui va agir sur toute la classe au lieu, parce que ça, logout, ça agit sur un objet. Si c'est l'objet user qui s'est déconnecté, on dit on se dit au revoir, c'est user Alibaba, c'est user Gédéon. Mais la méthode d'une classe agit sur toute la classe au lieu d'agir sur un objet. Alors je peux venir ici, plus tard ici. Ok, j'ai dit ici. Je peux afficher, regardez ici, je peux afficher la version ici. Je peux afficher la version ici. Je dis ok. Ici, c'était la version, je vais dire ici. Je peux dire user. Non, je vais venir même en bas ici. Vous voyez, quand j'exécute comme ça, il n'y a rien. Okay? Il n'y a rien qui s'affiche ici. Je peux même commenter tout ça. Je commente tout ça. Lorsque je commente ici, lorsque j'exécute mon code ici, rien ne se passe. Je peux venir ici, j'ai dit quoi? J'ai dit. Je peux venir ici, je vais dire user. Ok? User, c'est le nom de ma classe ici. Je vais faire un print. Je vais faire print user point version pour qu'on puisse m'afficher la version de ma classe. Okay. Souvenez-vous, par défaut, nous avons dit c'est 0 point. Ça peut être la version de votre application. Dès que je vais exécuter mon code ici, on va me dire 1.0. Si je viens ici, je dis à user ici, point, j'appelle la méthode change version, ok? Et puis je viens ici, je dis change version code maintenant c'est 2.0 par exemple, 2.0. Et que je viens plus tard ici, maintenant je dis print version maintenant. Je vois que ma classe ici qui avait la version 1.0 a maintenant la version. Regardez ici, je n'ai pas créé un objet. Je n'ai pas créé l'objet, je modifie directement la classe. C'est quoi on dit? Classe méthode. La méthode ici, ce sont des méthodes des objets parce qu'on doit d'abord créer un objet pour appeler la méthode ici. Okay? Je ne peux pas venir ici, j'ai dit user.logout. Non. Je peux faire ça, mais ça n'a pas de sens. Ok? Ça n'a pas de sens. Si je fais ça, ok? Je vais même avoir une erreur. N'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas créé un objet. On peut appeler la méthode logout ici uniquement sur un objet. Il faut d'abord créer l'objet. Par exemple, nous avons créé d'abord l'objet user1 et puis nous avons appelé la méthode logout parce que c'est le user qui s'est déconnecté. Mais je ne peux pas appeler la méthode ici, c'est la classe. Pour que la méthode soit appelable, c'est la classe, ça doit être classe méthode. C'est comme nous avons fait ici. Nous avons notre version de classe de notre application version 1. Plus tard, on dit que non, c'est maintenant la version 2. OK? OK? Et je peux maintenant changer la version. Comme je change la version, je change directement la version de cette classe ici. Ça ne dépend pas d'un objet. Ça dépend de la classe. OK? Et comme c'est une méthode qui change directement les informations d'une classe, on va dire alors que ça, c'est la méthode d'une classe. On l'appelle classe méthode. Je pense que c'est dans le PDF. Vous allez voir les détails. J'ai mis quelques exercices dans le PDF. OK? Que vous allez voir. Alors, dites-moi, ça va? Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair ou tu as une question sur classe méthode? Non, j'ai bien compris. Il faudra juste que je puisse m'exercer. Okay. Je pense que ça pourrait aller. Alors là, je vais montrer quelques exercices ici. Je vais partager le PDF en question. On puisse bien voir. Alpha.
Il est toujours là. Bien sûr, je suis là. On a presque fini la formation là. Oui, on a presque fini la formation. Le mercredi, ça sera pratiquement le dernier jour. Et le vendredi prochain, ça sera question-réponse. Et puis la résolution de tous les TP. Ok, intéressant. Alors, vous voyez tout ce que nous venons de voir avec vous, se trouve dans les PDF. C'est quoi la programmation orientée objet, un paradigme de la programmation qui permet d'expliquer tout ce que nous venons de voir. L'objet, c'est quoi? Un objet, c'est une entité qui représente le monde réel. Une classe, c'est un modèle qui définit les attributs. Nous avons vu les attributs et les méthodes. OK? Nous avons vu les constructeurs, vous voyez? OK? Comment nous avons créé nos objets, qui les attributs, les méthodes. Nous avons vu ça avec vous. L'encapsulation, nous avons vu ça, n'est-ce pas? L'héritage, nous avons vu ça. Vous allez encore revoir ici. Mais ce que moi, je voulais que vous puissiez faire, les classes méthodes, vous allez encore voir ça ici. Ce que moi, je voulais que vous puissiez voir ici, ok, c'est, vous puissiez faire ici, c'est quoi? C'est les exercices. Vous voyez ici, je vais donner l'exercice pratique ici. Créer une classe voiture avec les constructeurs unit qui prend quoi? Marque et couleur comme attribut et une méthode d'écrit qui affiche les informations. Une classe électrique qui hérite des voitures. Donc, il y a déjà la solution, mais c'est un peu de pratiquer avec ce genre d'exercice ici pour votre propre bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter par ici aujourd'hui. Vendredi c'est demain, ou c'est lundi plutôt. Ouais, ça va maintenant lundi, c'est ça. Nous allons voir la gestion des packages avec comment ajouter des packages, comment créer l'environnement virtuel. Donc, cela va nous permettre d'ajouter, d'installer des packages, n'est-ce pas? De voir un peu le monde. Maintenant, c'est à partir d'ici, on peut dire, OK, c'est comme ça qu'on installe Django. C'est que si tu veux faire le web, voilà ce que tu vas faire. Si tu veux faire l'intelligence artificielle, c'est ça ici qu'on va faire l'orientation. Parce que là, c'est comme si nous avons déjà vu tout ce qui est dans Python. Et nous voulons maintenant consommer tout ce qui est à l'extérieur. Comme Django, ce sont des modules, des packages que d'autres personnes ont créés, qui ne se trouvent pas à l'intérieur de Python. Nous allons voir comment les installer et comment les utiliser, comment créer l'environnement. Ça, c'est ce que nous allons voir lundi. Et une fois que nous allons voir ça, nous allons voir comment nous allons continuer avec la gestion des fichiers, comment créer des fichiers avec Python, comment ouvrir des fichiers. Et c'est après ça, ça sera fini la formation. Et nous allons vous orienter à voir ce que vous voulez faire après. Donc, on se retrouve le lundi pour la suite. Merci pour la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis au revoir. Et merci à tous. Je rappelle encore à tous, please, s'il vous plaît, renvoyez les TP. Comme ça, pour que la semaine prochaine, on fasse la correction des TP qui restent. On vous partage les résultats dans les groupes et puis on va faire la correction en live avec tout le monde. C'est très important. Yes. D'accord. Oui, merci. Monsieur Daouda, aujourd'hui vous dormez ou quoi? Je vous ai appelé plusieurs fois. J'étais absent, j'étais sorti, désolé. Bon, j'ai enregistré la vidéo. Aujourd'hui, c'était la programmation orientée objet. Lundi, ce sera le package. Donc, on a presque fini la formation. Par item, ça, c'est la fondation. Je vais continuer à modifier ces PDF ici pour vous donner ça. Et toutes les séances, je vais organiser ça dans la plateforme pour que vous puissiez revoir ça après. Donc, on va déjà finir ça et puis on va voir comment on va programmer maintenant la formation de Django. C'est là où maintenant des choses sérieuses commencent. D'accord. Bon, Merci. merci, au revoir. Et puis, on rappelle aussi aux autres que la formation de Django, c'est pour avril. Bon, préparez-vous. Les autres n'ont pas encore payé. Mais c'est vous avez déjà payé pour Django? Non, je n'ai pas encore payé. Mais vous pouvez déjà payer, non? Non, je vais payer, ne vous inquiétez pas. Je vais suivre jusqu'à la fin. D'accord. Faites-nous signe seulement. Ouais. Si c'est la semaine prochaine, pas... dites-nous. Comme ça, on se prépare déjà. Mais soyez... D'accord. Quels sont les modes de paiement qui sont disponibles? Western Parce que la Union. dernière page...
Moi, je n'ai pas Western Union là où je suis parce que je suis à l'intérieur du pays. Ok. La dernière fois, j'ai payé dans les mains de David via Orange Money. David Ah, Ansuman. ok, vous pouvez toujours payer chez lui. Ça va D'accord. venir chez moi. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de voir pour payer 2 modules. Ok, Ouais. d'accord alors. Bon, merci alors. Vous allez seulement me faire signe en privé. Je suis là. D'accord. Et dès après la formation, ou bien parallèlement, j'aimerais suivre Twitter pour le développement mobile. Alors là, vous me contactez même après ça. Là, vous écrivez-moi directement maintenant là sur WhatsApp. Comme ça, on a